Moi, ce que je vais vous parler, c'est de la monstruosité dans la bande dessinée. Bon, après la vue panoptique là, de Gabriel sur l'évolution, la création, l'évolution du genre, la création du roman graphique, les problématiques aussi de l'essor du graphic novel aux États-Unis, etc., reste évidemment pas simplement pour des littéraires, mais aussi pour des amoureux de la bande dessinée, l'approche du contenu, l'approche des thèmes et l'utilisation plus ou moins factuelle, plus ou moins torturée aussi de l'imaginaire des dessinateurs et des scénaristes, ou les deux confondus en un. Ce qui m'a intéressé, c'est de vous proposer une approche de la monstruosité à travers donc le roman, enfin dans ce que moi je préfère appeler les littératures dessinées, que ce soit donc le roman graphique à travers donc Black Hole de Charles Burns, ou le zine aussi, le fanzine de Bruno Richard et Pascal Doury en France, ou bien l'héros bureau, qui est un genre extrême du manga. Donc là, on a juste, disons qu'on n'aura pas le temps d'analyser, comme disait Gabriel, chaque œuvre mériterait sans doute un travail de fond, mais du moins ça permet d'approcher ce que peut représenter à la fois ces séquences narratives et en même temps les explorations de la monstruosité, donc qui va aussi bien, qui commence à interroger la différence, et qui peut aller jusqu'à l'abjection. Et donc c'est toute une interrogation sur la monstration qui se passe à travers l'image, la proposition de l'image. Et donc c'est aussi une interrogation sur cette monstruosité, mais aussi sur notre identité à nous-mêmes, où se situe la monstruosité, quels sont les codes moraux qui peuvent la générer, etc. etc. La bande dessinée, en ce sens, quelles que soient les formes qu'elle peut adopter, qu'elles soient populaires, plus ou moins intellectuelles, comme dans le cas de Black Hole par exemple, où c'est quand même une interrogation profonde sur le passage de l'adolescence, ou sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, et même en même temps en parallèle une interrogation sur, on va le voir, sur les maladies sexuellement transmissibles, la symbolique de ces maladies, etc., et la symbolique aussi profonde d'une interrogation sur l'amour, sur la vie, etc. Bon, on va voir toutes ces choses-là. Mais derrière tout ça se cache aussi un plaisir qui est d'explorer la monstruosité. Et enfin, une idée de la monstruosité, évidemment. La monstruosité est très banale, mais elle peut aussi être extrêmement spectaculaire. L'histoire de l'art regorge évidemment de cette problématique. Les artistes ont voulu toujours élargir le sens, élargir la normalité et la renverser, la tourner en dérision, etc. Et on va voir tout ça. Voilà. Donc, Black Hole, pour faire rapidement Black Hole, donc 400 planches, je l'ai d'ailleurs, j'ai oublié. Vous connaissez le bouquin, j'imagine, pour la plupart, enfin, merci. Donc on voit que c'est pas une BD, hein, c'est en fait, pour reprendre le terme, c'est quand même plus proche de ce qu'on essaye de dénommer roman graphique. C'est vrai que même si c'est une invention de mon éditeur, quoi qu'il en soit, le terme existe. Donc le 400 planches, Charles Burns a mis une dizaine d'années à réaliser cela. Il l'a publié dans des revues. C'est un artiste qui a été, comment dirais-je, extrait de la clandestinité de l'anonymat par Art Spiegelman à travers sa revue Raw dans les années 80. On ne dira jamais assez pour les liens entre les États-Unis et l'Europe, tout le travail qui a été fait par Art Spiegelman et sa compagne, et qui a permis justement à un certain nombre de dessinateurs d'apparaître et effectivement de faire une œuvre majeure. Donc ce bouquin tourne autour de la problématique de l'adolescence, dont vous en êtes sorti, vous êtes
maintenant des jeunes adultes, mais on sait tous que le passage adolescence, jeune adulte, effectivement, est quelque chose d'extrêmement complexe et avec un tas d'envies, de transgressions, de limites, de frustrations qui tournent beaucoup autour de la sexualité. Avant de réaliser Black Hole, Charles Burns avait aussi écrit Big Belly, qui tourne toujours autour des interrogations, comme vous pouvez le voir là, sur des problématiques monstrueuses. Voilà donc une des héroïnes de cette BD, de ce roman graphique, disons, se réveille tout d'un coup avec une mutation qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne comprend pas. Et c'est une mutation symboliquement très très forte, puisqu'elle est en train de muter toute sa peau, elle s'arrache la peau elle-même. Et évidemment, c'est la chrysalide, c'est la transformation de la chenille en papillon qu'on retrouve, si vous voulez, d'une façon très allégorique, mais qui peut symboliser, et ce que Charles Burns entend nous montrer, c'est effectivement cette symbolisation d'un passage. Cette symbolisation va beaucoup tourner autour d'une certaine répétition de signes, donc le triangle du sexe féminin, des déformations corporelles très fortes, donc cette jeune femme avec une queue, et donc toutes ces mutations de ces jeunes qu'on va voir là, c'est juste une présentation rapide pour essayer de... disons que ces jeunes vont se trouver confrontés à des mutations diverses, alors que d'autres dans la même école vont rester tout à fait normaux. Donc c'est toute l'interrogation, là aussi en permanence, qui s'installe dans les rapports de groupe, entre qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au constat d'une mutation, de quelque chose qui change, l'incompréhension qui est en train de se faire jour entre des jeunes du même âge, qui partageaient jusqu'à présent une certaine innocence, etc. Et toute cette problématique de la transformation, de la métamorphose, s'installe progressivement avec une grande, disons, une grande lourdeur, une grande incompréhension aussi des jeunes protagonistes. On voit ici donc une des héroïnes principales qui constate tout d'un coup, alors donc elle est dans les toilettes de l'école, et donc l'image est importante, elle est symboliquement importante parce qu'effectivement elle vient de se regarder dans la glace, d'entendre des jeunes qui riaient, des jeunes filles qui riaient autour d'elle, et elle ne se reconnaît plus, elle ne sait plus qui elle est, elle se décrit elle-même comme un monstre, et donc elle est complètement perdue. Et toutes ces valeurs sont en train de s'effondrer, la valeur de l'amitié, le noyau familial, la nécessité d'aller à l'école, etc. Donc elle est confrontée à un avenir bouché, totalement bouché, que cette image, effectivement, extrêmement lapidaire, montre très très bien. On va retrouver chez Charles Burns un travail, comme c'est quand même un roman graphique, on va retrouver évidemment une recherche très très importante au niveau de l'adéquation entre le thème et les images. Et on a un travail extrêmement important sur les visages, évidemment sur les mutations, mais une grande importance est donnée à l'opacité. Les images sont très sombres. Certains visages peuvent être aussi, dans certaines séquences, peuvent être complètement interchangeables. On retrouve systématiquement un peu, enfin, comme dans Watchmen par exemple, on trouve une récurrence du thème, évidemment, de cette espèce de fente qu'on va retrouver systématiquement déclinée tout au long du roman, que ce soit dans la forêt, enfin je vous montrerai des images tout à l'heure, et on va retrouver des tourbillons, un peu
cette première image du haut, là on va retrouver des espèces de tourbillons qui semblent effectivement épouser étroitement la psychologie des personnages. Donc vous voyez ici, l'ensemble du volume est extrêmement obscur, opaque, il tient beaucoup, il crée aussi, il est créateur de cette psychologie comment dire, presque, enfin, particulièrement obscure, où les adolescents évoluent sans trop savoir qu'est-ce qui les attend et pourquoi ça leur arrive. D'une façon générale d'ailleurs, dans tout le roman, ils ne posent pas de questions, ils sont coincés dans le constat d'une mutation, mais ils ne se posent pas de question de comment c'est arrivé véritablement, sauf une des héroïnes dans un rapport sexuel, mais disons que dans l'ensemble, ça leur arrive. La question ne se pose pas de l'épidémie en tant que telle, n'est pas générée, il n'y a pas quelqu'un à accuser ou quoi que ce soit, c'est un constat, c'est une évolution presque quasi normale de... enfin, quasi normale ou anormale. Là, on a une scène, au niveau... c'est une scène extrêmement intéressante, puisque mon interrogation tourne autour de la monstruosité. Donc, le jeune garçon a une mutation, vous voyez, il a une bouche à la base du cou. Et cette bouche parle, et elle parle précisément, elle parle quand il dort, et elle dit des choses vraies. Mais là, dans cette histoire d'amour qui lie les deux protagonistes, la jeune fille va, pour accepter totalement disons, le don, la qualité de l'amour et accepter totalement son partenaire, va lui demander d'embrasser cette bouche supplémentaire, qu'est cette mutation qui est absolument répugnante, a priori, pour tous les autres. Mais elle va faire un... Donc ça, c'est une image extrêmement forte, à la fois surréaliste, mais à la fois aussi porteuse d'amour fou. Et lui est totalement déconcerté parce qu'en fait, ce baiser avec langue, puisque c'est noté dans le... Elle sent la petite langue au bout dans sa bouche, etc., dans la bouche, dans la base du cou. Ça lui amène du plaisir, ça lui amène un plaisir, une espèce de transgression très forte qui l'ébranle complètement, il lui demande d'arrêter. Mais elle, non. Elle est certainement... C'est intéressant de voir ce rapport-là, parce que tout d'un coup, ce qui était effectivement du domaine du refus, cette symbolique, enfin, cette mutation qui symbolise quelque chose vraiment de totalement, disons, abject d'une certaine façon, quelque chose de répulsif, devient un objet de désir, devient un élément de la transgression nécessaire pour accéder à l'autre, pour accéder à la plénitude de l'amour de l'autre. Donc, c'est pas mal, ce traitement vu par un Américain n'est pas banal, il doit être considéré effectivement dans son étrangeté, parce qu'il est quand même, mis à part dans les romans graphiques américains, ce genre de transgression, ce genre de monstration, mis à part dans les certains peuples, même, il y a une tranquillité, si vous voulez, dans ce genre de choses qu'on n'est pas habitué à voir, parce que c'est une exaltation profonde d'un amour fou, qui est quand même un thème évidemment partagé, universel, etc., mais qui est beaucoup plus porté par, disons, le surréalisme, au moins le surréalisme européen. Donc là, on retrouve toujours, donc c'est le début de l'histoire, et donc ce jeune garçon est en train de disséquer une grenouille. Donc cette grenouille qu'on va retrouver d'ailleurs à la fin du récit, sous une forme légèrement différente, et donc ouverte. Et donc cette ouverture est toujours, là encore, on va retrouver, que ce soit d'ailleurs la symbolisation du sexe féminin, on va retrouver aussi évidemment des éléments sexués de la verge. Bon, là, par exemple, on a cette obsession, ce côté obsessif qui n'est pas simplement celui du dessinateur, mais qui est aussi la psychologie particulière qui habite les protagonistes. Et donc toute cette transgression, cet accès, c'est pas simplement une question évidemment de monstration, de désir de montrer quelque chose, mais de montrer quelque chose qui soit sexué et donc de tomber dans un, disons, dans un regard de voyeurisme, même s'il y a ça aussi, mais c'est aussi parce que au moment de l'adolescence, la sexualité, la découverte du corps de l'autre, le passage à l'acte, etc., c'est quelque chose qui est absolument omniprésent.
tout est perçu, pas forcément décodé, mais évidemment tout est vécu dans l'approche, la thématique sexuelle, les thématiques sexuelles, etc., les discussions, les non-dits, l'implicite, etc. Et donc on va avoir cette exploration voilà, on retrouve encore donc évidemment toujours cette même thématique de ce garçon horrifié, encore une fois. Et là je vous montre aussi d'autres évocations qui là évidemment sont beaucoup plus des évocations de pénis et de donc là avec des explorations fantasmées, symboliques, mais qui n'en sont pas moins explicites pour autant. Donc on a dans cette bande dessinée vraiment beaucoup de fantasmes qui passent, qui sont explorés, qui sont proposés à la lecture. Et là aussi, encore une fois, ce qui est intéressant de voir, enfin là c'est une petite digression, mais c'est le regard du lecteur. Parce que la bande dessinée, le territoire très large de la bande dessinée, après justement ce que montrait tout à l'heure Gabriel, après l'explosion des valeurs culturelles dans les années 70, après les années 68, disons, surtout aux États-Unis, à travers le travail de Crumb, notamment, puis la bande dessinée alternative et la contre-culture, mais en France, il y a eu Gottlieb aussi, plein de gens qui ont essayé, autour de Gottlieb, de faire une bande dessinée qui soit totalement libre, qui ne s'arrête à aucun interdit. Harakiri, Charlie Hebdo, etc. ont exploré ce genre de choses, et pas seulement en France, bien entendu. Donc là, on a un aspect qui est évidemment beaucoup plus poétique, qui rejoint qui pourrait rejoindre une certaine tradition. Si on regarde l'histoire de l'art, on va retrouver ça. Disons, même dans les peintures de Bruegel, par exemple, on a des fantasmes qui n'ont pas évidemment la même connotation symbolique, la même connotation intellectuelle, théorique, etc. Mais on peut retrouver ce genre d'image. Voilà donc le dépouillement, si je veux dire, dépouillement de cette jeune fille. On est dans un monde, pour arriver, ce qui est intéressant là, c'est que le parcours suit donc deux itinéraires de couple. De couples en train de se constituer, et donc d'interrogation des éléments du couple sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vivent, sur leur propension à aimer, sur leur propension à aimer physiquement, de quoi ils sont constitués, etc. Et les gens qui sont atteints de la maladie, donc cette maladie de mutation, de transformation, se réfugient dans un bois, les jeunes, et il y a une histoire d'amour va mal se terminer. Il y en a un qui va essayer de tuer, qui va tuer d'ailleurs quelques-uns des protagonistes. Mais on voit donc là aussi la question du bois, de l'obscurité, beaucoup de choses se passent la nuit, tout le monde est caché, le bois est profond, mystérieux, etc. On a toute une dimension là extrêmement forte poétiquement qui épouse le moindre disons, le moindre contour d'une psychologie blessée, d'une psychologie qui est obligée où la dissimulation est vraiment omniprésente. Donc on peut, là aussi, des renvois sans arrêt. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la question du reflet, la question du miroir aussi est sans arrêt proposée au protagoniste par le dessinateur. Peine dans le bon sens, c'est ça que c'est une image qui pourrait rappeler effectivement les punks d'horreur américains, mais là encore, ce qui est intéressant aussi dans cette image, c'est que c'est l'obscurité, c'est le sombre, c'est l'utilisation de l'encre qui recouvre finalement toute la page, et le travail du dessinateur ne s'arrête pas évidemment à dessiner simplement des images, mais il doit composer avec son texte. Et le travail d'écriture se joue aussi bien au niveau du texte qu'au niveau de l'image.
il faut absolument pour les dessinateurs, et là c'est le cas, disons, symboliquement, que l'image soit aussi un reflet très très précis, qu'il y ait une interaction complète entre la signification du texte et la trame narrative, la séquence narrative par elle-même. Donc là, par la première image de cette magnifique saucisse que là avec nous, c'est là encore des références du féminisme qu'on va retrouver, qu'on trouve pas. Là, on a donc cette merveilleuse image de cette jeune fille avec une queue. Là, il y a des choses. Là, par exemple, on est dans le pur fantasme, mais on n'est pas loin d'une certaine forme de bestialité, puisque quand même là, on est dans une représentation qui animalise cette jeune femme, et on est dans une dimension alors, aussi bien allégorique que fantasmatique, et dans une dimension du désir qui rétablit, d'une certaine façon, une nouvelle qui donne une certaine extension, du moins, au désir et à la transgression. Et Charles Burns va assez loin, parce que le jeune adolescent qui rencontre cette jeune fille, en fait, est totalement attiré par la présence, d'une part, elle est jolie, etc., mais c'est surtout le côté bestial qui apparaît à travers la naissance de à travers cette queue qu'elle a, qui vraiment le fascine à un point incroyable. Donc il y a un érotisme très très puissant qui naît justement de cette bestialité-là. Et c'est ce genre de choses qui sont intéressantes dans la mise à jour ou l'analyse effectivement de la monstruosité dans les littératures des cinémas. Lorsqu'ils font l'amour, ce qui est absolument fascinant aussi, lorsqu'ils font l'amour, elle lui demande donc de prendre sa queue, et lui, dans les crispations du moins du jeu amoureux, casse la queue. Et donc là, il est complètement affolé, et elle lui dit non, c'est pas grave, ça va repousser, c'est normal, c'est pas de problème, tranquillise-toi. Donc on peut interpréter ça de diverses façons, mais ce qui est assez bien montré, c'est par Charles Burns, c'est effectivement le côté étrange, bizarre de la chose. Et c'est la première fois que ce garçon fait l'amour avec cette fille, et dans le fait de faire l'amour la première fois avec une fille, c'est évident qu'il y a quelque chose, on est dans le désir, etc., mais le côté bizarre est très fort quand même. C'est quelque chose qu'on a lu, qu'on a vu, dont on a parlé, etc. Et même pour une fille, ça doit être un peu la même chose. Je ne suis pas compétent, c'est menable, mais il est évident que ce côté bizarroïde, étrange, de découvrir un corps différent, de s'interpénétrer, etc. Je veux dire, toutes ces choses-là, évidemment, peuvent être symboliquement rendues, et il le rend d'une façon un peu curieuse, mais il approche un peu de cette évocation de la bizarrerie. Vous voyez ? On retrouve, on retrouve donc effectivement l'image du début avec cette grenouille, et tout d'un coup, là c'est une des jeunes filles qui imagine. Les images légèrement ondulées comme ça, qui ne sont pas sur des plans géométriques, sont des rêveries, sont des fantasmes, des évocations, etc. Et là, elle est en train de se dire, et là c'est l'arrière-plan de cette fameuse grenouille, en fait elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais là, parce qu'elle a une certaine, comment dirais-je, une certaine identité avec cette grenouille du départ. Autre scène aussi assez forte, toujours, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans, c'est une bande dessinée américaine, donc les Américains sont comme les autres, ils ont aussi des fantasmes, etc. Mais là, on est quand même bon. Donc comment transmettre la crève, cette fameuse maladie qui va métamorphoser ces jeunes? Eh bien, c'est dans une scène de confrontation entre un malade et un normal. Le malade crache dans la bouche de l'autre. Ça, ce sont des scènes qui font partie de l'arsenal de la sexualité. On va retrouver ce genre de l'arsenal de la sexualité et de la pornographie. On retrouve, je dis pas communément, mais on va retrouver ce genre de scène essentiellement dans ce genre de choses, dans ce genre-là, dans ces genres-là.
c'est rarement dans la bande dessinée. Donc là, c'est la fin de l'histoire. Et en fait, il semblerait qu'une fois que ces jeunes ont eu cette maladie, les choses redeviennent comme avant. Ils retrouvent leur corps. Je sais pas, c'est pas très clair, mais il y a quelques ambiguïtés dans les derniers textes, tout à fait à la fin du roman graphique, qui laisseraient supposer, en effet, qu'elle peut, elle, et donc les autres, redevenir à peu près normale, et que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un immense cauchemar. Ceci dit, dans la foulée, au fil de l'histoire, elle a perdu l'amour de sa vie. Mais en même temps, ce qui est proposé par Charles Bunce comme fin, c'est de dire, bon, ben, on ne peut pas se suicider, la vie est comme ça, elle est dans la ménage, et bon, le ciel est sombre, mais quand même plein d'étoiles. Voilà, donc dans les pages de garde du bouquin, si vous le regardez, vous avez, ce qui est assez étonnant, c'est, donc on a une photo de classe sur la première page de garde, où on voit les enfants normaux, les adolescents normaux, photo de classe classique, etc. Et sur la dernière page de garde, on a donc leur mutation. Mais ce qui est assez étonnant, et c'est là aussi où le concept d'étrangeté bizarroïde intervient, c'est qu'ils ne sont pas malheureux. Ils sont comme ils sont sur la photo, ils ont le même regard, ils ont la même présence, sauf qu'ils ont évidemment changé. Mais il y a une acceptation de ce moment-là, et donc c'est la grande force de Charles Bunce, c'est justement de montrer que, mis à part quelques rares cas, quelques rares exceptions qui sont traitées dans son livre, le côté étrange, le côté monstrueux est peut-être plus du côté de l'anormalité que du côté de ceux qui sont touchés par cette maladie. Parce qu'ils se trouvent confrontés à la violence, à l'exclusion, ils se trouvent confrontés évidemment au regard méprisant, ils sont obligés de se réfugier ailleurs entre eux, pour survivre au mieux, pour ne pas être exclus de la communauté, enfin ils s'excluent eux-mêmes, etc. Donc tout cet aspect-là montre en effet une incompréhension sociale, culturelle énorme et un manque d'humanité minimum, si vous voulez, par rapport à cette monstruosité. Voilà, ceci dit, donc, je ne sais pas si vous avez noté, enfin bon, peut-être pas, mais j'aurais voulu vous montrer, parce que je n'ai pas fait, justement le côté légèrement androgyne de certains visages. Voilà, bon, alors, ceci fait, donc maintenant je vais vous parler rapidement, encore un petit peu de temps. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ici on va commencer directement par ça. Donc, si on prend la bande dessinée comme une suite de séquences narratives, dans les zines, on a évidemment des images, on a des dessins d'une pièce unique, mais souvent des dessins qui racontent une histoire parce qu'ils sont assez embrouillés avec plein de petits détails et digressions dans le dessin lui-même pour qu'on puisse les assimiler au territoire de la BD. Au territoire large de la BD. Et ici, il existe donc une foire, si je puis dire, une foire annuelle, voilà, une expo qui a lieu chaque année, qui s'appelle Exposine, que vous connaissez, sans doute, pour certains, d'autres non. Donc c'est intéressant d'y aller parce que, pour reprendre les arguments de Gabriel tout à l'heure, c'est, d'une part, il y a beaucoup de créativité. La plupart du temps, ce sont des éditeurs indépendants, des petits éditeurs indépendants, donc il faut les encourager parce que évidemment, le territoire éditorial québécois est assez restreint et leur place n'est pas évidente. Et ensuite, il y a beaucoup de travail. Ce sont souvent les objets qui sont proposés sont souvent des objets hyper travaillés, à la fois au niveau du format, de l'impression, du papier, etc. Et donc ça montre là encore une fois que tout concourt à faire une œuvre, non pas une œuvre unique, mais une œuvre particulière, à la fois la présentation, ce que Gabriel a abordé tout à l'heure, le format, le papier, la qualité, etc. Évidemment le côté pratique de la chose doit collaborer, ça c'est une nouvelle tendance, doit absolument collaborer, au moins pour les éditeurs indépendants, aux destinations
ou graphique, ou théorique, ou littéraire de l'ouvrage. Dans le cadre, dans ce dont je vous ai parlé, c'est montrer ce que l'on n'aime pas regarder. Donc c'est deux auteurs français qui ont sorti une revue, une petite revue qui s'appelait Elles sont de sortie. Il y a eu plus de 60 numéros de cette revue dans les années 80, au même moment, pour ceux qui connaissent peut-être qu'un groupe comme Bazooka. Donc ce sont des gens qui sont inscrits dans non pas dans une contre-culture, mais dans une négation de l'art. Ils ne sont pas forcément nihilistes, mais ils n'en sont pas très très loin. Et donc ils s'inspirent beaucoup des futuristes russes, de certains de Malevich. Ils vont travailler. Donc, si vous voulez, la bande dessinée, ce qu'a montré tout à l'heure aussi Gabriel, c'est qu'elle s'inscrit dans une histoire, dans un passé, dans quelque chose, au même titre que les influences graphiques pour les zines ou pour Eroguro, par exemple, dans le manga tout à l'heure, on le verra, s'inscrivent aussi dans une perspective artistique particulière, avec un héritage, des reprises, etc., des extensions. Je vous montre ça parce que là, on pourrait effectivement, supposer, par exemple, on pourrait commencer à travailler sur la signification de deux séances graphiques dans ce genre de tableau. Voilà, alors donc Bruno Richard, Bruno Richard et Pascal Torry vont explorer ce qu'on n'aime pas voir. Pour eux, ils se situent tout à fait au dehors de la bande dessinée, Jean Mickey, etc., c'est pas leur truc. Et ils vont essayer d'aller à la recherche de la laideur, à la recherche aussi bien de la monstruosité, mais de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on n'entend pas trop regarder. Et ils vont essayer justement d'explorer ce terrain-là, parce que pour eux deux, la monstruosité est partout, et un des arguments, c'est de dire, bon, ceux qui ne veulent pas parler de sexualité ignorent qu'actuellement, dans le monde, il y a 2 à 3 millions de personnes qui baisent à leur façon, et ce genre de choses est une réalité objective, et subjective, évidemment, et donc on ne peut pas la nier, c'est quelque chose qui existe. Donc on est à cheval entre l'image, évidemment, et c'est à la fois narratif, mais à la fois ça ne l'est pas. Donc, mais c'est intéressant parce que disons, on est toujours, on n'est plus dans, on est dans l'exploration de l'image pour elle-même, dans l'exploration d'un thème, cette exploration peut produire, pas toujours, mais peut produire ou produit des séquences narratives intéressantes. Bon, là, j'ai repris Charles Burns parce qu'on est effectivement dans un style tout à fait autre, mais on est aussi dans cette interrogation. Bon, on voit que Charles Burns l'a mené assez loin, mais la monstruosité est quelque chose qui est quand même très très au cœur de préoccupation d'un tas de dessinateurs. Donc, je vous montre ça assez vite. Donc là, on est clairement dans une exploration de la sexualité, de la pornographie, de l'usage des corps, de la prostitution. Enfin bon, c'est toute cette évocation qui est en arrière-plan. J'aurais pu vous montrer, j'y pense maintenant, Dieu sait si je l'aime, mais j'aurais pu vous montrer par exemple des dessins de Georges Grotz, un expressionniste allemand, ou même des dadaïstes allemands du début du XXe siècle, qui vraiment déstructuraient complètement disons, la représentation institutionnelle de la culture et de la politique allemande, militarisée, prussienne, etc. de l'époque, justement en utilisant le dessin, le collage, le détournement, etc., pour désacraliser, pour tourner en dérision les conventions morales. C'est ni plus ni moins, d'une certaine façon, peut-être dans une autre perspective, évidemment, aussi bien politique que culturelle, c'est ce qu'ont essayé de faire Pascal Torry et son copain. Donc, on est effectivement là
pas seulement, bon là on pourrait, je sais que bon, au Québec on va considérer peut-être que c'est toujours la femme qui est au centre de ce genre de problématique, mais pas seulement. Chez Pascal Toury, on l'a vu avant, là, le côté nazi, militarisé, etc., et le côté masculin, du moins, est aussi mis en scène, un peu moins, mais quand même les structures, disons, de déconstruction ou torturées, etc., ne concernent pas simplement le corps de la femme. On peut retrouver, si ça vous intéresse, on peut retrouver chez Balland, la leçon de sortie a été rééditée. Pour sortir un peu de là, mais pas trop loin quand même, par exemple, il y a eu un certain nombre de revues en Hollande, notamment, je me souviens très bien que Willem, celui qui a eu le prix Angoulême cette année, Grand Prix d'Angoulême, avait fait connaître un certain nombre de revues, de la contre-culture hollandaise, qui traitaient justement qui mettaient en scène des gens handicapés, la sexualité de gens handicapés, leurs rencontres, leurs problèmes de vie, etc. Donc là, on a évidemment, là c'est beaucoup plus ciblé sur la sexualité, mais quoi qu'il en soit, cette réalité qui fait mal aux yeux, qui gêne, qui interpelle, qui nous culpabilise parce qu'on a nos 4 membres, etc. Ceci dit, c'est une réalité que les littératures dessinées, les comics, etc., ont exploré, et c'est intéressant que ce témoignage d'un imaginaire différent, d'un imaginaire transgressif, passe par la bande dessinée, parce que, pour un tas de raisons, parce qu'elle est aussi porteuse d'un regard, disons, d'un regard différent, d'une acceptation, d'une exploration qui est certes fantasmée, mais qui n'est pas simplement, qui ne relève pas simplement du voyeurisme. Parce que lire une bande dessinée, c'est aussi rentrer dans l'image, d'une certaine façon. C'est aussi accepter sinon on arrête. Si ça nous gêne beaucoup, on verra dans les bureaux, il y a des choses parfois que je n'ai pas pu d'ailleurs mettre, mais qu'il y a des revues, des dessinateurs qui sont interdits, en France par exemple, qui sont interdits, qu'on ne pourrait même pas faire connaître ici au Canada. Donc c'est pour vous donner une idée, effectivement, que là aussi, c'est une façon de lutter contre la censure morale et contre les conventions les plus réactionnaires. Dans un style approchant aussi, donc Daisaku Ishiba, dessinateur qui est proche des Rokuro aussi, va essayer de travailler côté morbide, en même temps qui se confronte à une certaine normalité, le regard des gens autour, on se met un mouchoir pour ne pas respirer le miasme du cadavre, mais bon, tout est là. Là, voilà encore quelques exemples. Là, une certaine forme de peinture aussi, de peinture contemporaine, est à cheval entre le zine, le dessin animé, la peinture classique, etc. Et donc, ce sont des formes extrêmes, qui sont très créatrices et source d'inspiration pour des dessinateurs plus conventionnels. Donc c'est intéressant aussi de montrer que ces explorations marginales vers l'extrême existent du moins et peuvent être assimilées, ou sont assimilées effectivement au territoire littéraire. Bon, Anne van der Linden est extrêmement connue, donc là on a effectivement des suites narratives qui tournent autour de cette monstruosité, de cette différence, et qui peuvent être très très... Là on a des Viande de Chevet, qui est un recueil d'artistes, donc là avec des dessins, et comme vous le voyez, qui sont proches de la bande dessinée. On pourrait par exemple ici, une des artistes qui est le plus proche de cette dimension-là, c'est peut-être Julie Doucet. Julie Doucet s'est mise en scène elle-même, elle a fait, enfin peu importe que ce soit elle ou quelqu'un d'autre qu'elle parte, mais ceci dit, ces histoires, disons, pour faire simple, ces histoires dessinées sont extrêmement représentatives d'un style violent, d'une certaine vulgarité, d'une mise en abîme aussi de sa propre détresse à travers la reconnaissance de la monstruosité du monde, et le dessin sert totalement le propos de Julie Doucet. On regrette qu'elle
ne fasse plus grand-chose. Donc voilà, donc toujours dans Viande de chevet, vous avez un échantillon de ce à quoi peut servir la BD. Alors maintenant, j'ai encore 5 minutes et on va regarder Héros Bureau. Comment? Là? À côté. Ah oui. Alors, Héros Bureau. Alors, les mangas, on connaît tous les mangas, les structures industrielles de la manga, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé de vous montrer ici, c'est qu'une partie dans le style Héros Bureau, mais pas seulement d'ailleurs, dans d'autres styles qui recouvrent un peu Héros Bureau, on a une source d'inspiration intéressante, et notamment cet écrivain de polar japonais, excusez-moi, qui est Rampo Edogawa. Rampo Edogawa, c'est l'anagramme de Edgar Allan Poe. Et donc Rampo Edogawa a beaucoup écrit des bouquins un peu curieux, toujours étranges, dont un notamment, enfin les armoires ici, mais un notamment où un type est enfermé dans un sofa, un peu comme le sofa de Crépillon, là, mais là c'est un gars qui est dans le sofa et qui en fait fait grosso modo l'amour avec les femmes qui viennent s'installer sur le sofa et dans une perspective trouble, et là encore extrêmement bizarre et fantastique. Et c'est un très bon bouquin, c'est des petits bouquins qu'on trouve tout à fait facilement. Donc il y a derrière le style Héros Bureau qui là vraiment va très très loin dans l'exploration de la pornographie, érotisme. En fait, j'ouvre une parenthèse, pour moi, pornographie érotisme, il n'y a qu'une différence d'ordre moral. Ce qui est érotique pour certains va être considéré comme pornographique par d'autres. Ce serait plus simple de parler simplement d'érotisme. Mais dans le style Héros Bureau, ce qui est intéressant, c'est que ça va très très loin dans l'exploration de l'abjection, dans le sens dégradation des corps, dégradation des personnes, etc. Et il n'y a pas, dans la culture et la religion japonaise, il n'y a pas la culpabilité qui tourne autour de la sexualité comme dans le monde chrétien, au sens large. Donc là, effectivement, il y a une approche beaucoup plus libre, beaucoup plus émancipée des problématiques liées au corps et au fantasme lié au corps. Mais il y a une histoire derrière tout ça. On voit chez Yoshitoshi, qui était un peintre relativement célèbre, là, vraiment une exploration de l'horreur, du fantastique, à travers ses estampes et ses... donc là, on est quand même au 19e siècle, et la violence exacerbée des images est quand même très très forte. Donc on va retrouver ce genre de problématique. Alors là, par exemple, on pourrait s'interroger, on pourrait faire un sujet de thèse intéressant sur qu'est-ce que la monstruosité dans ce genre de choses, où se situe la monstruosité. Voilà, donc on est toujours bon. Ça s'appuie, évidemment, ce genre... Yoshitoshi s'appuie sur des légendes, sur une certaine fascination populaire pour le fantastique, donc il illustre en rajoutant un peu, mais il ne fait qu'illustrer. Donc on va retrouver au niveau, dans l'apparition du genre Héros Bureau, c'est un des dessinateurs les plus connus, donc Shigeru Margo, qui est arrivé sur le terrain du manga grâce à une revue qui est la revue phare des jeunes du renouvellement de la manga au Japon, c'est Garo. Margo va essayer de jouer entre le fantastique, disons le côté monstrueux aussi, la poésie. Cette image est extrêmement poétique, on pourra en faire une analyse détaillée. On va retrouver, c'est intéressant parce que
sans être collé à la culture et à la littérature japonaise ou à l'art japonais, on pourrait retrouver par exemple chez Odilon Redon, un graveur et peintre européen, on pourrait retrouver ce genre de choses chez certains symbolistes aussi, sans parler de certaines toiles expressionnistes. Donc, toujours Margot, donc là, évidemment, cette espèce de poésie étrange. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de ce garçon dans Black Hole qui crache dans la bouche de la jeune femme. Bon, là, on retrouve encore ce thème qui va être un thème récurrent de la contamination, mais en même temps, pas simplement de la contamination, mais de l'amour lié, d'une espèce de symbiose totale entre deux êtres. Là, c'est assez intéressant. Évidemment, on est dans la symbolique forte, là, phallique. Dans Planet of the Japs, en fait, le dessinateur imagine que les Japonais ont gagné la guerre et ont maîtrisé complètement, ont détruit l'armée américaine et occupent le pays, occupent les États-Unis, etc. Et donc, une des scènes assez... on est complètement dans l'envers, là, on renverse son top. Mais en même temps, ce n'est pas simplement une mise en place militariste d'un idéal nationaliste japonais, c'est aussi une déconstruction très très forte, justement, de ce qui a conduit le Japon à la guerre. Et voilà, c'est autre chose, mais par exemple, on voit une scène, on voit MacArthur, donc le général MacArthur qui a gagné la guerre pour les Américains. Le général MacArthur, donc condamné à mort, est décapité par un soldat japonais, et au moment où le soldat japonais décapite le général MacArthur, il éjacule sur toute la longueur de la page, etc. Et donc là, on est vraiment une toute autre dimension que le nationalisme japonais. Donc, le genre héros-bureau aussi, ce qui est intéressant, c'est la déconstruction des stéréotypes du manga traditionnel. Donc, les petites bébêtes toutes mignonnes, toutes gentilles, etc., deviennent tout à fait autre chose. Et là, on a donc chez Tagame, ça, c'est le genre de choses que je ne peux pas, enfin, j'aurais pu vous les montrer, mais c'est ce genre d'auteur qui est interdit en France, enfin en Europe, et parce qu'effectivement, c'est une exploration dans le genre gay, mais c'est une exploration extrêmement violente et perverse, entre guillemets, de la sexualité homosexuelle. Mais avec des images particulièrement explicites. Un autre, Shintaro Kago, qui fait des choses super intéressantes aussi. Donc toujours la récurrence du thème de la sexualité toujours compliquée, avec des images qui parlent pour elles-mêmes, ou d'autres images plus poétiques. La version est amusante. Et Chinko Mizuno, alors ça, elle reprend donc le style très très mignon du manga pour petites filles, etc. Et elle déconstruit, elle s'emploie à déconstruire complètement la chose en ajoutant, en pimentant ces récits d'érotisme, de cannibalisme, de perversion diverses, etc. Donc ça, en plus d'être un travail graphique intéressant, même on aime, on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dénier la recherche graphique. C'est très très fort au niveau de l'exploration des fantasmes. Et enfin, le plus horrible, c'est celle-ci, que je vous ai gardé pour la fin. La monstruosité totale, donc bon, j'espère qu'il n'est pas là. Voilà. Donc ça termine. Donc évidemment, ce que je voulais montrer, c'est que, par exemple, bon, Paul Ravelli-Gatti est un auteur intéressant sur certains points parce que c'est un auteur de témoignages. Mais Ziane ou Iris sont aussi des filles qui font des choses intéressantes. Mais on aimerait qu'il y ait plus de monstruosité, plus de perversion. Ça revient un peu à ce que disait Jimmy Beaulieu, d'une certaine façon, bien que bon, on pourrait dire des choses sur les œuvres de Jimmy Beaulieu, mais plus
plus de sens, plus de profondeur, ou même plus de brutalité, notamment dans le cas de Sgan et de Case, ce serait... Voilà, merci, je vous laisse.